Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, en ce moment critique de l'histoire de notre pays, où la crise post-électorale se trouve grevée d'une crise sociale et économique majeure, avec ses drames au quotidien, c'est avec déchirement, mais avec beaucoup d'espoir, que je voudrais m'adresser à vous pour partager vos souffrances, vos sacrifices et vos désespoirs, tout en vous encourageant à rester optimiste et à défendre avec force vos droits et le changement de gouvernance du Togo que vous avez massivement voté et acté le 22 février 2020. Tant d'espoir, contrarié depuis des lustres, que le vaillant peuple togolais se bat pour une gouvernance vertueuse, pour plus de justice sociale, pour le bien-être et pour la dignité et la prospérité partagées pour tous. Cet idéal qui devrait être partagé pour tous. Malheureusement, d'autres ont préféré la déshumanisation de notre peuple et la chosification de la femme togolaise afin de maintenir plus de 53% de la population au-dessous du seuil de pauvreté et avec 80% dans le secteur informel gisant dans une précarité indicible sans aucune commune mesure et sans un filet de protection sociale. Aujourd'hui, plus que jamais, face aux drames successifs qu'enregistre notre quotidien et face à l'exacerbation de la suicidalité dans notre pays, dans un contexte de misère indicible, faite de vie chère, d'augmentation des taxes de tous ordres, où le panier de la ménagère est vide et les parents aux abois, notre priorité doit aller vers les familles, spécialement les femmes togolaises, et qui constituent la colonne vertébrale de nos familles respectives et de la nation tout entière. À ce titre, mutualiser nos énergies pour les sortir de cette indicible détresse nationale doit être notre mantra de tous face à un pouvoir prédateur, illégitime, cruel, qui n'a de prouesse que le gangstérisme d'État, la prédation des droits humains et le recours excessif à la terreur et à la violence exercée sur nos populations.
Il est donc vraiment temps de répondre à l'appel de la mère patrie et sauver le Togo, afin que la femme togolaise et la famille soient au cœur de l'action politique déclinée, et ce, dans le respect de leur sacralité. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut patriotique de toutes les forces de la nation pour le parachèvement de la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020. Mes chers compatriotes, togolaises et togolais, autant le poids de l'actualité politique sociale nous interpelle, autant l'est celui d'une autre actualité politique qui en appelle à plus d'éthique, à plus de sagesse et à plus de responsabilité républicaine. Comme vous le savez, un de nos aînés, qui fut mon professeur de droit en classe de première au lycée technique de Lomé, non loin de la Grande Poste, a dans une vidéo qui a circulé de façon virale sur la toile, déclaré à la veille du scrutin du 22 février 2020 que sur l'ensemble des scrutins présidentiels auxquels prit part Fonia Singbe, ce dernier n'a jamais dépassé la barre de 20% de l'électorat. Mais le niveau historique auquel les magiciens de fort l'ont placé dans l'électorat ne gêne guère notre professeur, notre aîné, ne l'interroge pas, ne le questionne pas, ne le refuse pas. Il doit certainement avoir sa raison que nous ignorons. Si le peuple togolais, malgré sa forte mobilisation et son vote massif, se retrouve encore dans les serres de la terreur de la dictature, c'est essentiellement par la faute de l'ensemble de l'opposition républicaine en activité au Togo. Je rappelle opportunément qu'au lendemain du 31 décembre 2019, après le choix du candidat unique de la DMK et l'emballement orchestré donc sur les réseaux sociaux, contestant le choix de ma personne, comme n'incarnant pas le meilleur profil pour conduire le peuple togolais à l'alternance, après mûre réflexion et après consultation de ma famille biologique et politique, j'ai décidé de renoncer au choix du patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Fanoko Podjoro, en faveur d'autres candidats en liste, notamment avec Monsieur Jean-Pierre Fabre, avec qui j'étais prêt à discuter immédiatement pour définir les grands principes autour desquels nous ferions équipe ensemble pour le triomphe de la DMK, pour le triomphe de l'alternance au bénéfice du peuple togolais. Mon seul objectif, mon seul souci, c'est que l'alternance advienne en 2020 et que pour cela, j'étais disposé à tous les sacrifices. Mes interlocuteurs m'ont dit qu'ils rendront compte de ma démarche à Monseigneur Fanoko Philippe Podjoro et qu'ils me reviendront 4 jours plus tard. Ils me confirmeront qu'après avoir rendu compte au patriarche de la nation, que ce dernier confirme son choix et estime qu'il ne serait pas bon de changer de candidat après son annonce solennelle à la nation dans la soirée de la Saint-Sylvestre. Je rappelle que le jour du scrutin à 19h30, les bureaux de vote étaient fermés à 16h.
Alors que l'ensemble du pays bruissait de la victoire de l'alternance, mon domicile privé et celui de l'archevêque, Monseigneur Kodjoro, furent encerclés par les forces de l'ordre. Le téléphone et l'Internet coupés au motif que c'était pour nous protéger. Alors que durant la campagne électorale, nous fûmes privés de la protection des services de sécurité de l'État et des moyens financiers légaux en violation de la loi électorale. La victoire du peuple togolais fut écrasante et a conduit le système RPT-Uni à se livrer à des pratiques honteuses qui décrédibilisent notre pays et affaissent l'autorité de l'État et fait de notre nation une république bananière. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, en dépit des bourrages d'urnes et des violences exercées sur les candidats de l'opposition dans les bureaux de vote, en dépit de l'introduction illégale des bulletins prévotés en faveur du candidat sortant, l'appel de Monseigneur Kodjoro, tel un tsunami, a ravagé tout sur son passage et transformé cette compétition électorale en un plébiscite, quand en réalité, c'est 3 électeurs sur 4 qui ont voté pour l'alternance. Le premier acte du faussaire, c'est la publication des résultats 24 heures seulement après le scrutin, chose inédite dans l'histoire électorale de notre pays, publier des résultats sans la possession de la totalité des procès-verbaux et sans leur compilation, sans leur vérification et sans leur certification. Et tout ceci en l'absence du représentant du candidat de la DMK, qui, bien que présent à Lomé, ne fut pas convié à cette parodie de publication des résultats provisoires. Cette forfaiture a été réalisée en complicité avec les chefs de mission d'observation de l'Union africaine de la CEDEAO. Je rappelle à ceux qui ne le savaient pas que le membre de la DMK au sein de la CENI fut envoyé en RDC pour des opérations électorales dans ce pays. Deuxième acte de faussaire. Le vainqueur ayant refusé le marché gré à gré pour permettre à Faure Gnassingbé de demeurer au pouvoir en dépit de sa cuisante défaite, on trouve des alibis en plein contentieux électoral pour le criminaliser dans l'indifférence de la classe politique togolaise. On lui reproche qu'au cours de la campagne, il avait affirmé que les incendies de Lomé et de Kara ont pour véritable auteur des gens du système en place. Et qu'ensuite, il avait affirmé qu'il sera donc le futur chef suprême de l'armée, donc convaincu qu'il sera donc le vainqueur du scrutin en cours, et qu'enfin, pourquoi avait-il accepté le drapeau national que Monseigneur Kodjoro lui a confié au terme d'une messe d'action de grâce pour implorer les bénédictions de Dieu sur la campagne et l'élection en cours? Par cette accusation dénuée de tout fondement juridique et marquée par des vices de procédure interjetés par mes conseils, mon quartier fut le siège d'un nombre impressionnant d'agents de forces de l'ordre et de sécurité, des matériels de guerre terrestres et aériens pendant 70 jours, avec à la clé des menaces récurrentes de mort. Je fus enlevé avec une brutalité inouïe le 21 avril 2020. Ma maison saccagée, tout le personnel domestique molesté,
ma femme et mes enfants molestés, menottés, exposés à ras le sol à la devanture de la maison et filmés. Et moi-même, déposé 4 jours à la gendarmerie et mis en examen et placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction de ne plus réclamer la victoire de la DMK sous peine de prison. Mes camarades d'infortune, Madame Brigitte Adiamagbo, Messieurs Fubert Tisseux Makmoundi subiront le même sort judiciaire. Ceci dans l'indifférence de la classe politique et des élites de notre pays. Troisième acte de faussaire, le pouvoir désemparé par la contestation de sa victoire frauduleuse fabriqua 3 messages de félicitations pour calmer les ardeurs revendicatives des populations. La France, l'Union européenne et l'Allemagne auraient salué la fausse victoire de Faure Gnassingbé. Ce cas est impossible car ce sont les ambassadeurs des pays concernés, présents sur le terrain, qui seuls peuvent rendre compte à leur pays de la qualité du scrutin avant que leur hiérarchie ne se décide à envoyer des lettres de félicitations. Dans aucun pays, à moins que ce soit en tout cas un complot, aucune puissance occidentale ne peut envoyer donc le message de félicitations en pleine contestation électorale. Dans le cas d'espèce, la contestation et l'expression de la colère populaire n'autorisent pas les ambassadeurs à envoyer des rapports à leur pays. Des enquêtes ont été menées par des spécialistes en France, en Allemagne, à l'Union européenne, de même que le député de la Haute-Garonne, Sébastien Nadeau. Toutes ces recherches-là ont conclu que ces satisfecits étaient fabriqués dans les laboratoires de Lomé 2. Pour des diffusions sur RFI le 30 mars 2020, il aura fallu attendre le passage de Faure Gnassingbé en France le 7 avril 2021. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, reconnaisse au bout des lèvres l'existence d'un prétendu courrier de courtoisie imaginaire et qui fut même incapable d'exiger au soutien de la réponse qu'il donna au député Sébastien Nadeau, qu'il a interpellé à l'Assemblée nationale. Je regrette et dénonce le silence complice des membres du groupe des ambassadeurs de G5, dont certains sont convaincus de la victoire de la DMK, de l'alternance, et nous l'ont formellement exprimé. Je regrette que le président Emmanuel Macron ait sacrifié en toute conscience la démocratie au Togo, le sort de 8 500 000 Togolais, sur l'autel des intérêts géostratégiques de son pays. J'espère qu'il prendra conscience de sa faute grave vis-à-vis des Togolais et reviendra à la raison. La souveraineté d'un peuple ne se marchande pas. Quatrième acte de trahison, c'est celle éhontée de l'élite politique. Autant les figures de proue sans exception ont estimé à travers des communiqués de presse qui saluent la victoire de la DMK, qui pousse à percer ouvrant le boulevard de l'alternance, elles ont, en quelques jours après, changé de discours par magie pour des raisons obscures. Maître Zeus Ajavon, qui nous félicita de vive voix, félicita la victoire de l'alternance, suite à une rencontre devant témoins en sa raison privée à Lomé, se répand sur les radios de la place, quelques jours après,
qu'Agbéoumé n'a pas gagné le scrutin. Alors qu'il avait affirmé lors de notre rencontre que jusqu'à 23 heures, donc jusqu'à 23 heures, le 22 février 2020, il assistait donc au décompte et que l'écart entre Fogne Singbe et moi était si grand et qu'il se disait que même si ce dernier trichait, il y aurait forcément un second tour. Aimé Gougué, qui, contrairement à son communiqué et celui de son conseil politique, le docteur Kampatib, au lendemain du scrutin, lui aussi, se répand sur les radios que ce n'est ni Agbéomé, ni Fort, qui sont les vainqueurs donc, de ce scrutin. Mantra que nécessaire de réciter M. Éric Dupuis de l'ANC sur les radios de la place, sans oublier Mme Isabelle Amégali, qui, dans les échanges avec une tierce personne, confirmant le plébiscite de la DMK qui a écrasé tous ses adversaires, mais dans cette prise de parole publique, c'est tout le contraire qu'elle déclarait. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, dans les coulisses de la crise post-électorale sans précédent que connaît notre pays, il y a eu également une grande personnalité de l'ANC qui me rendit visite à domicile et me confia que Monseigneur Kojoro fut à la fois une chance et un handicap pour moi. Chance pour le plébiscite, car poursuivit-il, seul tu ne pourrais pas atteindre ce chiffre record. J'approuvais son affirmation. Et s'agissant du handicap, il me fit remarquer que Fabre a été calomnié donc par le prélat qu'il a traité de Judas et de diable. Et qu'en réalité, le Saint-Esprit n'appelle pas le diable au secours. Sinon, si M. Jean-Pierre Fabre quittait à pied son domicile, ayant pour trajectoire d'aller saluer le nouveau président de la République, il n'attendrait pas le monument de la colombe de la paix avant que unis ne reconnaissent notre victoire. Avant de me quitter, il conseille à mon époux de passer un coup de fil à l'épouse de la femme de Jean-Pierre Fabre, qui au demeurant est sa cousine, pour régler définitivement ce problème. Enfin, je vous ai déjà sériné que l'émissaire de Fogne Singbe, dépêché chez moi, a confirmé la victoire du peuple togolais et a affirmé qu'ils l'ont volé, mais que nous ne pouvons pas les envoyer en prison, car c'est eux qui ont le monopole des forces de défense et de sécurité. Il mandata en outre une autre personnalité proche de la DMK de me convaincre d'accepter la requête des perdants. Toute la classe politique togolaise reconnaît la victoire de la DMK, la victoire de l'alternance, de unir à l'ensemble de l'opposition républicaine. Cette belle victoire du peuple togolais procède de la volonté de Dieu et non d'un homme. C'est pour cela que symboliquement, ce combat fut conduit par la plus haute hiérarchie de la conférence épiscopale du Togo, Monseigneur Fanoko, Philippe Bojoro. Ne défions donc pas Dieu pour éviter sa colère. Cinquième acte faussaire, pour blanchir la fraude électorale, le hold-up du siècle, le gouvernement illégitime du Togo convoque un dialogue pour améliorer le cadre électoral en vue des élections régionales et refuse d'inscrire à l'ordre du jour le contentieux électoral. Et ceux qui affirmèrent que l'élection présidentielle du 22 février fut la plus frauduleuse se mettent autour de la table. Pour quel résultat? Et quelle assurance ont-ils que celui qui a l'habitude de voler des suffrages, ce n'est pas le peuple togolais, depuis des décennies, ne récidivera pas, ne sera pas un multirécidiviste? À l'instar du 28e dialogue réalisé sans
l'interlocuteur de l'époque, Maître Tipi Akadam du BNP. Le 29e en cours réplique le même format, avec certainement le même résultat que par le passé. Et ce que le peuple togolais a définitivement rejeté le 22 février 2020 par l'écrasante victoire qu'il a exprimée dans les urnes. Soyons sérieux. Ceux qui auront, avec ce régime moribond, des accords secrets pour lui permettre de perdurer subiront inéluctablement la colère de Dieu. Je salue ici la lucidité politique du comité d'action pour le renouveau, car qui a très tôt compris cette supercherie et a quitté la table des négociations, ce marché des dupes. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, il est temps, il y a un temps pour toute chose. Et à chaque saison, c'est fruit. Face à la grave détresse sociale sans précédent que connaît notre pays depuis des millénaires, l'heure n'est plus aux invectives et au déchirement politique stérile. J'en appelle à la sagesse de tous et prie l'élite politique de servir à ce titre d'exemple pour que cesse à présent les mauvais comportements de toutes sortes qui déshonorent notre pays. Je convie nos collègues de l'opposition républicaine à ne plus insulter le patriarche de la nation, Monseigneur Philippe Anokokpodjoro, qui a fait sa part. C'est un homme comme tout autre. Il peut commettre des erreurs. Et de surcroît, un patriarche à qui respect est dû sont les us de la sagesse africaine multimillénaire. L'histoire retiendra, quoi qu'il advienne, qu'il n'a jamais transigé avec les fossoyeurs de la République et qu'il a conduit le peuple togolais à une victoire historique jamais enregistrée dans les annales du Togo en matière électorale. Ayons du respect, de la sympathie, de la compassion, de l'empathie pour lui, pour le lourd tribut qui paye pour les générations présentes et futures, qu'il paye pour la libération nationale au point d'être oublié par ses pairs et de se retrouver avec un statut de réfugié politique à son âge, loin de ses terres, loin de sa famille, loin de ses habitudes et dans des conditions pas faciles. Monseigneur Philippe Okpodjolo a rempli son contrat. Monseigneur Philippe Okpodjolo a rempli son engagement. C'est plutôt une coalition criminelle, une sorte de GIE, groupement d'intérêts économiques, avec des ramifications internationales, qui veut maintenir notre pays dans la servitude, sous un régime médiocre et liberticide, au service des intérêts étrangers. La mère patrie, à l'instar de toute l'Afrique, est confrontée à une guerre hybride internationale qui regroupe et recouvre des enjeux géopolitiques et géoéconomiques énormes qui l'urgent que nous réalisons sérieusement, afin de la gagner ensemble dans l'unité retrouvée des patriotes de tous bords et de tous horizons. J'invite donc la population à une grande mobilisation, car l'heure a sonné. La situation est grave et nous ne devons plus tergiverser. Hommes, femmes, jeunes de tous horizons, de toutes régions, de toute ethnie, allons récupérer ensemble la victoire du peuple togolais pour mettre fin à ce chemin de croix permanent que nous imposent les prédateurs et faussaires impénitents. Je demande pour ce faire l'appui des communautés religieuses, l'Église catholique notamment,
et l'invitation les part de leurs collègues de la RDC, du Pérou, du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Je convie chaque communauté religieuse, dans le respect de ses rites, à une méditation quotidienne, à des prières individuelles ou groupales pour l'ancrage de l'amour et du pardon au Togo, pour la pleine réalisation du divin plan lumineux sur la terre de nos aïeux. Les chrétiens sont exhortés à méditer le psaume 91 et 2 Chroniques 20, versets 6 à 12. Les musulmans, la sourate 2, versets 250 à 252, à réciter tous les vendredis, 12 fois après la prière de la Djouma. Enfin, ceux qui confisquent le pouvoir souverain et qui pensent qu'avec la ruse, la corruption et la terreur, ils peuvent continuer leur politique de prédation des ressources de notre pays, se trompent lourdement. Qu'ils fassent vite et qu'ils passent vite le témoin pour ne pas devoir s'enfuir par ce chemin, car notre foi est ancrée dans l'appui divin. On ne vole pas Dieu. Je voudrais rappeler aux forces de l'ordre et de défense et de sécurité qui sont essentiellement au service de la nation, qui ne sont pas au service d'un système et encore moins d'un homme. Je me rappelle le contenu du programme ambitieux que j'ai formulé à leur endroit pour la transformation radicale de leurs conditions de vie et de travail. Je leur demande donc d'accomplir leur mission dans la vérité et dans la justice pour l'honneur du drapeau national auquel ils ont fait allégeance. Lorsque la nation est éprouvée, lorsque la nation donc est divisée, l'ultime arbitre, c'est les forces de l'ordre et de sécurité, dont la neutralité est proclamée et inscrite en lettres d'or dans la loi fondamentale, la constitution de notre pays. Je demande au nom du peuple togolais à Faure Gnassingbé Bey et à son équipe un transfert rapide et immédiat des instruments du pouvoir au terme du mémorandum de sortie de crise pacifique que mon gouvernement et la DMK ont transmis à l'UE et à l'ONU. Je demande au nom du peuple togolais à la communauté internationale à prendre conscience en responsabilité et en sagesse de la situation qui prévaut dans notre pays pour ne pas apparaître devant l'histoire comme une caution solidaire des fossoyeurs de la démocratie, des droits de l'homme et des prédateurs de notre patrimoine commun. La liberté a un prix. La liberté exige des sacrifices. Ensemble et avec bravoure, payons-en le prix pour une nouvelle ère radieuse, lumineuse pour le Togo. Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants. Dieu bénisse l'Afrique et l'humanité entière. Vive la liberté. Vive le Togo nouveau. Vive la République vertueuse.